Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Vous êtes très, très nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints sur ce webinaire et ça continue de s'inscrire et de se connecter. Donc, ce webinaire portant sur une question importante et d'actualité, comment la crise nous oblige à nous réinventer. Nous avons tous l'impression d'avoir un peu gommé cette année 2020 de nos agendas et de nos têtes, car cette crise sanitaire qui se poursuit sans en voir une fin nous oblige dans tous les domaines à revoir notre positionnement et à nous réinventer. Et également à changer notre regard sur les critères de réussite, sur ce qu'est la réussite et à l'inverse, bien sûr, sur ce qu'est l'échec. Pour nous accompagner à travers ce webinaire et apporter leur témoignage et leur expertise, j'accueille donc 6 intervenants, Céline Brunet de la DGE, Claude Sabatin de la BPI, Guillaume Mullier de 60 000 rebonds, Lionel Renaud, entrepreneur en rebond de l'atelier de Mathilde, Jean-Charles Tchakirian, entrepreneur également en rebond pour Le Gaulois, et Charles Pépin qui nous rejoindra dans quelques instants, philosophe et romancier. Avant de vous donner la parole à toutes et à tous, je remercie déjà Elina et Samira qui sont dans les coulisses et que vous pouvez peut-être apercevoir, qui nous accompagnent pour noter l'ensemble de vos questions. Donc, comment ce webinaire ça va se dérouler? À la fin de chaque thématique, nous aurons un temps de réponse et de questionnement et de réponse en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là, dans le chat directement ou dans les questions-réponses. S'il y a déjà des réponses apportées, on vous les apportera en direct. Sinon, je reprendrai vos questions pour pouvoir effectivement les donner à nos invités. Quant à moi, je suis donc Laetitia Sainte-Marie, la fondatrice et la dirigeante d'un organisme de formation spécialiste de l'accompagnement des organismes de formation dans leur modernisation et face à la digitalisation. On crée des solutions pédagogiques sur mesure chez Let's Mind. Bien sûr, les organismes de formation ont été également très impactés par la crise et par la réforme de la formation professionnelle et ils sont parmi avec d'autres secteurs en train de se réinventer. Mais pour se réinventer et aider les entreprises à rebondir, on a souvent besoin d'argent, donc de trésorerie. Et je me tourne donc vers nos deux premiers invités. Céline Brunet, donc directrice du projet du pôle entrepreneuriat et développement des entreprises pour la DGE. Et puis ensuite, Claude Sabatin sur quelles sont les aides et les solutions actuelles qui sont apportées aux entrepreneurs dans le besoin. Alors, Céline, pour vous, quels sont justement, comment la DGE accompagne, qui est partenaire national de 60 000 rebonds, accompagne et renforce les mesures de soutien apportées aux entreprises? Bonjour à tous, bonjour, merci. Alors, on a tous vécu collectivement, mais chacun avec un angle propre, près de 2 années complètement incroyables. Et pour reprendre le titre du webinaire, l'État également s'est réinventé. Il a su répondre très rapidement aux enjeux des entreprises à qui on avait indiqué qu'il fallait fermer. Voilà, en mars 2020, on a dit à tout le monde on ferme, mais ensuite il s'agissait de le mettre en œuvre. Donc très rapidement, on a eu des mesures génériques comme le prêt garanti par l'État, l'activité partielle également, avec une petite difficulté de mise en œuvre au démarrage, puisqu'en fait il y avait un logiciel, un système d'information qui devait permettre de déposer les demandes et qui n'était pas du tout constitué pour répondre à autant de demandes. Donc, il a explosé dans les premiers jours, mais on va dire que en un mois, les services du ministère du Travail ont réussi à faire reconstruire une architecture et ensuite à écouler aussi les stocks en attente. C'est vrai que ça a été un petit peu dur sur les premiers jours, mais voilà, c'est quelque chose qui a pu se mettre en place rapidement et qui répondait quand même dans un premier temps aux premiers besoins d'urgence de dire on ferme, ok, mais quand même on permet aux gens de pouvoir avoir un salaire, etc. Voilà, et en même temps aux entreprises de ne pas déposer de bilan tout de suite. Enfin bref, voilà. Ensuite, on a adapté les mesures, notamment avec la première mesure qui était le fonds de solidarité. Initialement, il s'agissait d'accompagner les indépendants.
et les indépendants, les professions libérales, enfin, un certain nombre de petites entreprises. Et ensuite, ce dispositif a évolué pour se concentrer sur des secteurs particulièrement affectés par la crise, puisque en fait, c'est des types restauration, hôtellerie, Oui, tourisme, et salle de préparer leur sport. prochaine relance, en fait, aussi. Préparer aussi l'après. C'était ça aussi. Qu'ils puissent C'était ça survivre et aussi, mais là, préparer la... Oui. je vais y venir, on était vraiment encore, enfin là, on est finalement pour ces secteurs, on est encore un petit peu dans des mesures d'urgence puisque c'est encore des entreprises qui étaient à l'arrêt. Voilà, là, on était encore sur des mesures d'urgence et vous avez raison. Ensuite, pour préparer l'après, il y a eu la mise en place ce qu'on appelle le plan de relance, donc le label France Relance qui visait à accompagner les investissements des entreprises. Et très souvent, en fait, ce sont des investissements que les entreprises avaient prévu de réaliser, mais qu'elles ont pu réaliser plus rapidement. Et finalement, on a compensé donc cet arrêt d'activité en accompagnant la relance, en accélérant les investissements, notamment peut-être dans la numérisation. C'est peut-être un point qui sera abordé tout à l'heure. Oui. Voilà. Et puis, ensuite, il y a eu les annonces récentes du président France 2030, donc avec là une stratégie d'investissement à plus long terme de l'État sur des filières stratégiques ou sur des types d'investissements spécifiques. Et du coup, je suis un entrepreneur en fait et j'aimerais savoir où trouver ces aides parce que c'est ça aussi, effectivement, il y a beaucoup de choses, mais on peut être un peu perdu dans le panorama entre les annonces et aussi le fait de savoir où trouver, est-ce que ça me correspond ou pas. Comment on peut être guidé par rapport à ça? Bien entendu, vous avez raison. Et notamment, on constate souvent un décalage entre les annonces et puis ensuite la mise en œuvre vraiment opérationnelle. On y est tous confrontés, hein, nous-mêmes en tant que fonctionnaires. On se dit, bon, bah, ok, donc il y a eu l'annonce, maintenant on va décliner la mesure pour que les entreprises qui ont entendu ces annonces soient en capacité d'en bénéficier le plus rapidement possible et surtout de la façon la plus efficace pour eux. Donc déjà, c'est classique, mais quand même, faut le rappeler, le site du ministère de l'économie, économie.gouv.fr, est très complet sur les différentes mesures. Il y a notamment une FAQ qui est mise à jour régulièrement. Et je pense pour les entreprises qui nous écoutent, aujourd'hui, eh bien, il faut suivre tout ce qui concerne les mesures aide fonds de solidarité, aide au coût fixe. On va bientôt sortir, et en ligne depuis hier, le formulaire de demande de l'aide au rebond, l'aide coût fixe rebond. Et là également sur le ministère de l'économie, le ministère de la direction générale des entreprises, qui est donc une direction du ministère de l'économie, et également sur la DGFiP. Donc en fait, toujours se rappeler que le service d'information des entreprises, donc qui est votre interlocuteur avec l'administration fiscale, est en mesure pour ce type d'aide, hein, en tout cas, ce sera l'interlocuteur privilégié. Ensuite, par ailleurs, je tiens à signaler la mise en place qui a été annoncée en juin dernier d'un comité national à la sortie de crise, dont l'objectif est effectivement d'accompagner les entreprises dans la sortie de crise. Il y a quelques nouveautés, mais surtout, il s'agissait de fédérer les réseaux. Donc, au niveau national, les 60 000 rebonds est d'ailleurs partie prenante, et de faire une déclinaison départementale de ce comité. Donc, il y a des comités départementaux à la sortie de crise. De la même façon, vous trouvez leurs coordonnées sur le site économie.gouv.fr et vous pouvez identifier donc le conseiller départemental à la sortie de crise qui est chez vous. Pour les entreprises un petit peu plus grandes, c'est-à-dire de 50 salariés, à partir de 50 salariés, et notamment les entreprises industrielles. Là, vous avez également l'interlocuteur qui est le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, le CRP.
Et vous trouvez également ses coordonnées en ligne. Avec ça, vous avez un interlocuteur qui est en capacité de vous orienter en fonction de votre situation, puisque peut-être que votre besoin, c'est une recherche de fonds propres, peut-être que vous avez le droit, puisque vous êtes dans un secteur particulièrement affecté, justement à ces aides subventionnelles, fonds de solidarité, coûts fixes, rebond, il y en a un certain nombre, donc il saura vous orienter. Et également, ne pas oublier s'il y a des difficultés un petit peu plus profondes, bien se tourner vers peut-être le tribunal de commerce, qui pourra également vous conseiller au mieux. Les difficultés, c'est des choses qui arrivent à toutes les entreprises. Les services de l'État, notamment, sont bien entendu habitués à cela. Donc, vous avez toujours le sujet, les difficultés de paiement des créanciers publics, notamment les cotisations URSSAF. Si ça existe, il faut toujours les prévenir. Vous ne serez pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Donc, la difficulté ne sera pas considérée de la même façon si elle est annoncée. Et ensuite, au tribunal de commerce, bien, peut-être des conseils sur l'ouverture de procédures amiables qui sont totalement confidentielles, hein, il faut le rappeler, donc qui ne sont pas annoncées ni à vos clients ni à vos fournisseurs, mais qui permettent de vous placer sous la protection du tribunal de commerce. Et dans le cadre de la sortie de crise, il y a des procédures simplifiées qui ont été mises en place, plus rapides, à coût plus modéré. Donc voilà, c'est très important d'anticiper au mieux la gestion des difficultés, parce que plus elles sont anticipées, plus elles pourront être accompagnées. C'est difficile de gérer des gérer solutions des fois, le cas échéant. Oui. Oui, et c'est difficile de gérer des difficultés quand on est déjà à la cessation de paiement. Tout à fait. Et puis, il y a aussi tous les organismes de conseil qui accompagnent également. Vos entreprises peuvent se tourner vers leur expert comptable également, qui généralement, justement, ont fait état de l'ensemble pour leurs clients, de l'ensemble des aides, de l'ensemble des possibilités également, et ils peuvent orienter. Tout à fait, tout à fait. C'est le relais, c'est un peu l'intermédiaire de confiance qui peut orienter au mieux l'entreprise. Merci beaucoup. Et bien entendu, alors je lis dans les commentaires, et c'est vrai, il y en a tellement, les CODEFI, donc les comités départementaux d'examen des finances, excusez-moi, j'ai un petit doute sur le dernier mot, mais d'examen des difficultés financières des entreprises, et la CCSF, qui sont les comités donc des financeurs, URSSAF et impôts, et qui peuvent accorder des moratoires, voire dans certains cas, mais c'est un petit peu plus rare, des annulations totales ou partielles de dette. Et effectivement, les CCI et les CMA sont également, en fonction de votre secteur, un très bon relais d'accompagnement. Tout à fait, je vous en remercie. Alors, Claude Sabatin, je me tourne maintenant vers vous. Parlez-nous un petit peu également de l'accompagnement de la BPI, justement, pendant cette crise et à la sortie de cette crise pour les entrepreneurs, avec notamment le PGE. Alors, Claude, on ne vous entend pas par contre. Ah, ça y est, vous êtes revenu. C'est très, très bien. Je n'avais pas cliqué au bon endroit. Désolé. Donc, je disais bonjour à tout le monde, à tous nos connectés. Super. Donc, alors, je vais essayer de ne pas faire de la redite de ce que vient de dire Céline, puisqu'on est très près, puisque sur cette gestion de crise, quand ça a commencé en mars 2020, on a été sollicité par l'État pour essayer de simplifier et d'ouvrir un peu les tuyaux financiers. Donc, les quelques milliards qui ont été mis et la gestion du PGE, ça a été assez important. BPI France n'a pas fermé, bien au contraire, on a mis tout le monde sur des ordinateurs et sur des connexions qui ont bien fonctionné pour pouvoir justement mettre en place les PGE. Et ça a été je dirais une belle réussite, puisqu'il y a eu beaucoup de bénéficiaires. À côté de ça, il y a eu aussi les prêts rebonds avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu différentes choses qui ont été mises en place et qui ont été, alors dans un premier temps, peut-être un petit peu difficiles en termes
d'accès, mais ça a été plutôt bien fait. Aujourd'hui, les PGE, c'est un peu terminé. On est passé à ce que disait Céline aussi, à la phase plutôt du plan de relance, puisque avec tout ce qui a été mis en place, et je pense que c'est intéressant quand même de le dire, on a non pas sauvé, mais on a préservé le tissu industriel. Il y a eu, la crainte, c'était qu'il y ait des dépôts de bilan énormément, et ça ne s'est pas révélé autant que ça. Alors, il y en a eu, bien sûr. Il y a eu des dépôts de bilan qui n'étaient pas forcément liés à l'épidémie. Hein. Il y avait des sociétés qui n'étaient pas forcément en bonne santé. Et ça n'a pas changé grand-chose, malheureusement, pour elles. Mais la catastrophe en termes de dépôt de bilan n'est pas si flagrante que ça. Il y a peu. On est sur un trend qui est même inférieur à ce qui a été fait, ce qui a été acté par le tribunal de commerce en 2019. Donc on est pas mal là-dessus. Simplement, les PGE qui ont été attribués, et je m'inscris plus, excusez-moi Laetitia, c'est plus dans la logique globale de l'échange, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se réinventer. Aujourd'hui, on est dans cette question-là, et BPI est très, très volontaire et volontariste plutôt, pour dire, OK, on a mis les PGE, on a mis des tas de prêts, et puis il va y avoir la relance et les 30 milliards d'Emmanuel Macron. On va en gérer un gros paquet, parce qu'on va gérer 25, je crois, avec des idées, puis je reviens dessus là, dans quelques secondes. Mais on est très volontariste pour dire, on a sauvegardé des entreprises, il y a de l'argent en trésorerie, il faut y aller maintenant. Il faut, alors je sais, on pourrait me rétorquer, c'est très simple de le dire, il y a qu'un Faucon. On n'est pas sur cette logique-là, mais on est sur la logique de dire, il faut passer maintenant à la phase, au next step. Hein. C'est vrai que le Covid, malheureusement, on a cru que ça descendait, mais il y a quelques informations qui sont un peu compliquées là-dedans. Et donc, la prochaine étape, oui, c'est de se relancer, de réinvestir, et la relance est là, hein, il y a des demandes, alors après il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes d'emploi aussi, mais la relance est là, il faut sortir d'une trésorerie qui peut être dans certains cas et dans beaucoup de cas, pas partout, hein, mais dans beaucoup de cas assez pléthorique. Donc aujourd'hui, on y va, on réinvestit, on se lance. Donc ça appartient à chacun des chefs d'entreprise. Hein, et nous, derrière BPI, on a mis en place, alors il y a le plan de relance, et puis il y a des facilités, on a mis en place donc des accès à des prêts, que ce soit des prêts sur la transition écologique, pardon, ou la transition, oui, économique aussi, mais la transition, mais ça c'était déjà avant, la transition écologique avec la banque verte, hein, puisqu'on se qualifie aujourd'hui de ça, la transition numérique, on a des prêts qui sont dédiés à ça. Donc ce que l'on veut, c'est que il y a des volontés à l'intérieur des entreprises, et nous on va y suivre ces volontés par une kyrielle d'adaptation qu'on est prêt à faire. Je vais être un peu provocateur, et je ne sais pas si tout le temps il faut dire ça. On a beaucoup d'argent, donc venez nous voir, venez nous solliciter. On est capable de comprendre les situations, on est capable de passer à tout ça. Dans le plan de relance, on a notamment une orientation, alors c'est vraiment pour 2022, hein, mais ça commence justement à poser des jalons autour de ça. On a une volonté très très forte, et je pense que ça peut intéresser à la fois la création et la reprise, hein, donc 60 000 rebonds, mais aussi dans la partie création stricto sensus, hein, quoique c'est très proche entre la reprise et puis le rebond et puis une création d'entreprise. Hein. Mais on est sur l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on en a un petit peu assez de dire, OK, on fait un container en plastique ou je ne sais pas trop quoi, on va aller se sourcer à Shenzhen. Oui. On peut aussi trouver des entreprises, voilà, on recentre. Et ce n'est pas un vain mot, et ce n'est pas juste 2-3 entreprises très médiatisées qui vont faire qu'on est passé, oui, de la Turquie, et puis on va remettre une unité de production textile du côté de l'Ardèche ou je ne sais trop où. C'est une vraie volonté. Et les investissements, et donc une partie du plan de relance, des 30 milliards, les investissements vont aller dans ce sens-là. Donc, il faut être… alors, je n'ai pas le temps de lire en même temps parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Non, mais je m'occuperai des questions. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas une posture, c'est au-delà de la posture, c'est une volonté de réindustrialiser. Et la volonté de BPI dans ce cadre-là,
Elle a été affirmée très très fortement au BIG il y a début octobre par Nicolas Dufourcq. Et donc nous on le retraduit dans les différentes régions, c'est d'être sur l'industrialisation peut-être à dimension vraiment régionale et petite. Alors c'est pas péjoratif, hein, parce qu'on a une petite entreprise. Non, Ou et une puis on va petite le voir avec nos société. 2 entrepreneurs tout à l'heure en plus. Exactement, exactement. Et les jeans français, c'est typiquement l'exemple de ça. Et ça veut dire qu'on ne va pas toujours faire des usines d'un investissement de 30 millions d'euros et pour embaucher d'un coup 1000 personnes. C'est pas ça. C'est de faire des petites unités qui vont répondre à des besoins qui sont locaux. Donc là-dessus, on est très en phase avec ce que Céline proposait, actait par rapport à son administration. Il y a vraiment cette volonté, mais au-delà de la volonté, il y a des moyens et il y a des actions qui sont mises en place. Je continuerai juste, et je vais être bref parce qu'il y a plein de gens qui veulent sûrement parler, et puis on n'est pas là pour écouter juste la messe de BPI, mais on a mis en place 2021, on continue en 2022, qui est très lié à la difficulté financière des créateurs d'entreprises, les prêts d'honneur. Donc ça existait déjà préalablement, mais c'était dans des dimensions qui étaient très bonnes, hein, mais on double, on multiplie par un facteur 5 voire 6 la capacité des réseaux d'accompagnement qui sont capables de faire ça. Alors, on a buté sur une problématique qu'on n'avait pas du tout identifiée, c'est que quand on a mis ça en place, on s'est dit, c'est bon, les tuyaux sont bien faits, mais la demande a été tellement forte que c'est un petit peu, comme disait Céline, sur un autre côté, ça a complètement explosé. Donc, au mois de mai-juin, on a arrêté, on a refait notre façon d'accueillir ces demandes, et c'est reparti au mois de juillet. Aujourd'hui, on est environ entre 400 et 500 prêts d'honneur nationaux, hein, qui sont attribués par semaine. Et c'est un doublement des moyens. C'est-à-dire quand un réseau d'accompagnement mettait 10 000 euros pour un créateur, nous, on mettait encore 10 000 euros. Donc, il avait une capacité nettement supérieure. Et donc, on peut faire plus de prêts comme ça. Donc, on a à la fois les prêts solidarité sur des microcrédits, donc 3 000, entre 1 000 et 8 000 euros, mais c'est la cote moyenne, c'est plutôt 3 000 euros. On a des prêts création, des prêts d'honneur création, on a des prêts d'honneur renfort, c'est plutôt du haut de bilan. Et tout ça, ça doit participer à cette volonté de se lancer. Et de relance aussi pour certains. C'est-à-dire qu'on va voir à travers les questions. Et je vais, malheureusement, le temps nous est tous compté, donc j'ai été obligée à un moment de couper, etc. et de laisser le temps également pour répondre aux questions. Mais c'est aussi cette question de se réinventer. Des fois, c'est repenser son business model. Alors, je vois qu'on parle de secteurs qui sont encore fortement en crise, comme le tourisme, qui est fortement impacté, ou des entreprises saisonnières. Plusieurs questions. Alors, je vais les prendre j'essaie de répondre en tout cas à un maximum, on va dire. Donc, dans le désordre, quid des entreprises qui ont consommé leur PGE? Est-ce qu'elles peuvent avoir d'autres aides? Alors, elles peuvent avoir d'autres aides. C'est pas du tout, c'est pas exhaustif en disant j'ai un PGE, point barre, et il n'y a plus rien. Non, après, on retombe dans le schéma classique, mais qui est assez bien fait, si je puis dire, de BPI et des accompagnements, aussi bien en garantie classique des prêts. Alors, on ne sera pas tout à fait sur les mêmes quantités de couverture, hein, clairement, mais c'est des choses qui fonctionnent. Donc, il n'y a pas du tout Alors après, il y a quand même faut être très clair, et il ne faut pas vendre la lune n'importe comment. Si la capacité de l'entreprise est très très émoussée et que le PGE a permis certaines choses, mais ne permet pas d'aller plus loin, on est quand même une banque, hein, donc on doit être à la fois dans les quotités prudentielles que nous impose la structure européenne dans laquelle on est, hein, mais il n'y a pas de refus systématique parce qu'on a eu un PGE, on n'aura pas autre chose. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui cumulent. Hein. Et puis, de toute façon, le PGE, ce n'est pas une subvention, c'est un prêt qu'il faut, à un moment donné, rembourser. Et beaucoup des remboursements vont arriver maintenant pour tous ceux qui ont décalé leur remboursement de PGE. Exactement. Tout à fait. Alors, autre question. Je me permets en complément, bien sûr, je confirme, c'est même pas la question, mais c'est de la dette, donc il y a le vrai sujet de la capacité de remboursement. Bien sûr. Et également se tourner vers le Codéfi. Pour voir s'il y a des possibilités. D'aménagement, ouais, tout à fait.
Alors, une question, c'est quelle est la manière la plus efficiente de contacter la BPI au niveau local ou au niveau national? Comment ça se passe? Comment on fait pour rentrer en contact avec la BPI justement pour solliciter des aides ou des prêts Alors, potentiels? BPI, depuis sa création, ça fait 10 ans, on a un mot-clé dans nos gènes qui est proximité. Donc, la meilleure chose, c'est le local, c'est de rencontrer les chargés d'affaires qui sont en proximité. Donc, il y a à la fois des délégations territoriales, des directions régionales. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et la meilleure façon, c'est pas d'appeler Paris, hein, c'est pas d'appeler le siège en tout cas, c'est de rentrer en contact en proximité de façon à ce que le besoin soit clairement évoqué et qu'on puisse y répondre. Est-ce que BPI accompagne du coup tous les secteurs d'activité ou est-ce que, parce que là on parlait tout à l'heure de l'industrialisation, forcément c'était un exemple, hein, mais est-ce que BPI accompagne tous les secteurs? Tous les secteurs, j'ai vu passer la question sur l'artisanat, Tout à fait. effectivement, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de secteur privilégié ou de zone interdite, de non-droit ou de non-BPI. Hein. Tous les secteurs qui aillent des quartiers avec la création d'entreprises, qui aillent sur l'artisanat avec des faisabilités, des prêts, des subventions. Non, tout le monde est candidat à partir du moment où on est une entreprise avec un sirène, donc une entreprise morale, donc il n'y a pas de souci. Tout à fait. Une Tout personne à fait, morale. oui, on parle de l'artisanat, mais effectivement, l'artisanat, c'est un secteur, une branche, mais d'entreprise, effectivement. Est-ce que BPI finance du BFR avec le PGE? Oui, et je rebondis sur notre question qui avait été posée précédemment. Est-ce qu'on peut toujours déposer un dossier pour un PGE actuellement? Ou est-ce qu'il y a une date butoir? Non, il y a plus de. Enfin, c'est fini, quoi, c'est fermé. Voilà, c'est pour ça, je voulais quand même. OK. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres, parce que le PGE permettait effectivement, comme vous l'avez dit, de financer de la trésorerie, hein, qui est quand même une grosse nouveauté et qui a permis effectivement de sauvegarder un certain nombre d'entreprises et à certaines de se relancer maintenant économiquement et d'investir également. Et en dehors de ça, est-ce que BPI finance du BFR? Mais oui, on finance du BFR avec, alors pas BPI en direct, hein, BPI va Oui, oui. garantir des prêts qu'une banque commerciale va pouvoir faire, qui va s'adresser à un BFR. Dans certains cas, on cofinance, c'est-à-dire qu'on fait la garantie plus un prêt dédié, enfin marqué BPI, à côté d'un prêt bancaire classique. Et Donc pour tout le monde, le BFR, BFR, oui. Pour tout le monde, le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement, généralement de la trésorerie, effectivement. Voilà. Une ouais. dernière question. N'hésitez pas si vous avez, puisque là, on va changer de sujet. Le PGE n'a-t-il pas été prolongé jusqu'en juin 2022? Non, c'est terminé. Non, on est passé justement, il est fini et on est passé à la phase Excusez-moi, de- le PGE a été prorogé jusqu'en juin 2022. Donc la Commission européenne a accordé cette possibilité la semaine dernière. Hein. Et c'est bien et le ministre de l'économie a annoncé qu'il utiliserait cette possibilité. Donc le prêt garanti par l'État, le dispositif est prorogé jusqu'en juin 2022. Mais il y aura toujours On effectivement la attend limite de si vous avez atteint votre plafond et emprunté 25% de votre chiffre d'affaires 2019, vous n'aurez pas de possibilité complémentaire. Et dernière question, tous les statuts d'entreprise sont-ils concernés? Vous avez dit à partir du moment où on a une SIRET, mais voilà, est-ce que c'est vraiment tous les statuts d'entreprise sont concernés? Oui. tous les statuts. Moi, je vous vois, je suis avec tout le monde là. Bonjour Charles, on vous entend. Tout le monde vous entend. Bonjour, Il n'y a donc pas tout de va bien. souci. Vous m'entendez? Charles, Vous ne voyez faut pas? que tu coupes ton micro là pour Oui, l'instant. on vous entend, mais ce n'est pas tout de suite à vous, mais on vous entend bien. Au moins, on vous a récupéré. Merci. Oui, Claude et Céline, oui, tous les statuts sont effectivement sont concernés Ouais. hein, par ces mesures. Et n'hésitez pas du coup à vous rendre sur le site, comme on l'a dit, du ministère. Et puis également, bien sûr, de rencontrer des interlocuteurs, donc d'aller chercher également les informations auprès de vos conseils et également des interlocuteurs près de chez vous, dans vos départements, sur la BPI. Je vous remercie à tous les deux et je passe du coup la parole à Guillaume, président de 60 000 rebonds, Guillaume Mullier, pour parler bien sûr, la BPI et DGE sont des partenaires nationaux hein, de l'association 60 000 rebonds. Pour tous ceux qui sont en ligne avec nous, peut-être que tout le monde ne connaît pas l'association et justement le dispositif d'accompagnement qui va permettre le rebond des entrepreneurs. Pouvez-vous nous le présenter? Donc 60 000 rebonds est une association qui accompagne donc les dirigeants qui ont perdu leur entreprise, qui les cédait pour 1 euro, qui s'est liquidé, ou un auto-entrepreneur qui a dû cesser.
et qui sont souvent accompagnés de difficultés, non seulement financières, mais aussi personnelles, aussi familiales, très, très, très régulièrement. Et donc, ce sont des bénévoles et d'autres entrepreneurs qui sont, on va dire, des pairs, qui participent à aider l'entrepreneur qui a perdu cette entreprise à se reconstruire, à se reconstruire et à retrouver un nouveau projet et aller au bout de ce nouveau projet pour se relancer. Donc, quand on parle de rebond, je crois que c'est important dans le contexte actuel de dire qu'il y a possibilité de rebondir et cet accompagnement qui peut aller jusqu'à 2 ans, mais qui en général se fait entre 6 mois et 18 mois. Donc, ce sont des bénévoles, des coachs qui aident l'entrepreneur à faire son deuil, à comprendre ses difficultés, à comprendre son échec. C'est des parrains qui, une fois que l'entrepreneur a retrouvé le projet, qui est souvent un projet différent que celui qu'il avait au préalable, qui peut être retourné vers le salariat, ou qui peut être recréer une entreprise ou reprendre une entreprise, donc qui va être accompagné. Et c'est aussi les autres. C'est-à-dire que c'est un travail de co-développement. C'est-à-dire que l'entrepreneur, quand il vient, eh bien, on ne dit pas tu es devenu un gros naze, tu es nul et on va te juger. Au contraire, il n'y a pas de jugement, il y a de la bienveillance. Et un entrepreneur, comme un boxeur, même quand il est KO, reste un entrepreneur. Et donc, on va lui demander d'aider les autres aussi à se reconstruire, d'aider les autres dans leur projet. Et donc, c'est toute cette solidarité qui se met en œuvre, qui permet cette dynamique, cette performance dans le rebond. Alors, un entrepreneur justement qui veut bénéficier d'accompagnement de 60 000 rebonds, quand est-ce qu'il peut le faire? Il doit avoir liquidé son entreprise et avant, comment ça se passe? Alors, on n'est pas dans le monde administratif. Oui. Donc, l'entrepreneur, c'est comme quand vous cherchez un travail. Si vous êtes encore en poste et vous vous battez pour votre poste, vous aurez incapacité à chercher un nouveau boulot. Pour l'entrepreneur, c'est un peu pareil. C'est à partir du moment où la décision est arrêtée de ne plus se battre pour son entreprise. Et donc, soit la liquidation est prononcée ou peut-être qu'elle ne l'est pas encore, peut-être qu'il est en train de céder pour 1 euro, mais en tout cas, il ne se bat plus pour son entreprise, il va se battre pour lui, pour retrouver ça. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'au-delà de tout ce cursus bénévole, on a aussi un terreau, donc la BPI en fait partie, et des GE, mais plein d'entreprises locales qui vont aussi participer à ce projet de rebond. Et bien sûr, on a un partenariat avec les tribunaux de commerce parce qu'on a du mal à joindre les personnes une fois qu'elles ne sont plus dans leur entreprise. Est-ce que également, effectivement, on parle à l'intérieur de 60 000 rebonds d'une chaîne de solidarité au service du rebond des entrepreneurs? Qu'en est-il? Eh bien, alors, cette chaîne de solidarité, elle se fait au sein de 60 000 rebonds et elle se fait aussi avec des entreprises qui fonctionnent, qui sont réunies dans un club des entreprises du rebond. Et ce club permet à ces entreprises, à ces grands groupes, de faire connaître l'association parce qu'on n'est pas très connu, et d'appuyer par leur expertise, par leur soutien. Par exemple, c'est deux grands réseaux qui nous ont rejoints, qui sont Inextenso et KPMG, qui vont, avec leurs experts comptables, connaître les entrepreneurs en difficulté et savoir leur dire, tu sais, à un moment, il ne faut pas non plus confondre persévérance et obstination. Et donc, si on veut éviter d'avoir des douleurs extrêmement fortes, de tomber dans l'obstination, eh bien, il faut savoir un jour dire, bon, ok, je passe la main. Et à ce moment-là, d'être accompagné par d'autres types d'accompagnement. On sait que les accompagnements dans la création sont essentiels pour la réussite de la création. Je crois que de la même manière, l'accompagnement dans le rebond est essentiel. Vous n'imaginez pas quand vous vous cassez une jambe de dire je vais laisser que ça se consolide tout seul. Non. Souvent, le médecin doit réduire la fracture. Et si vous ne le faites pas, vous boiterez toute votre vie. C'est un peu pareil pour un entrepreneur qui vit ce traumatisme, qui est la liquidation de son entreprise, la perte de son entreprise, souvent peut-être une entreprise familiale, et donc tout ce qu'il peut y avoir autour de ce côté d'affect extrêmement fort. Donc les entrepreneurs, on a aussi Generali qui sont des assureurs, là aussi ils vont aider, Harmonie Mutuelle va aider leurs clients, mais pas seulement leurs clients, les autres aussi, ils vont les aider pour ce rebond. Donc cette chaîne qui est vraiment essentielle, qui s'est mise en place depuis 87 autour de la création d'entreprise, eh bien depuis bientôt 10 ans, donc d'ailleurs nous fêterons nos 10 ans l'année prochaine, eh bien ça se met en place aussi
pour les entrepreneurs qui ont donné beaucoup pour eux-mêmes, pour leurs salariés, pour leur pays, et bien pour les aider à repartir sur un nouveau projet de bonheur. Et donc, les entreprises, donc certains entrepreneurs en rebond ont créé de nouvelles entreprises et du coup, ça a créé le club des entreprises du rebond, c'est ça? Alors, le club des entreprises du rebond, c'est le terreau des entreprises qui nous soutiennent et qui vont accompagner les entrepreneurs avec ce qu'on appelle les ambassadeurs, c'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont rebondi vont pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu, à la fois dans leur vie d'entrepreneur, mais aussi dans leur souffrance de la chute et dans leur capacité de rebond pour montrer qu'on peut réussir à repartir. Donc, c'est un petit peu la deuxième vocation de l'association, c'est contribuer à changer le regard sur l'échec, se rapprocher plus des anglo-saxons qui sont, je pense, sur ce plan-là, plus malins que nous. Ils ne sont pas plus malins que nous sur tous les plans, mais sur celui-là, c'est certain. Oui, sur celui-ci, un peu quand même. Et du coup, si en tant qu'entrepreneur, justement, j'imagine qu'il y a pas mal d'entrepreneurs là dans ce webinaire, je souhaite aider l'association sous une forme ou sous une autre. Est-ce que c'est possible et comment faire? Alors, la première manière, qui n'est pas très compliquée, c'est que si vous avez un ami autour de vous qui se plante, c'est de lui parler de l'association. Parce qu'en fait, notre plus grosse difficulté, c'est que les personnes, quand on est entrepreneur, quelles sont les principales qualités? La principale qualité, c'est l'optimisme, c'est la persévérance, c'est la fierté et c'est le charisme autour du collectif. Quand on se plante, ces grandes qualités deviennent les obstacles majeurs au rebond. C'est-à-dire que cet optimisme devient du déni. Je ne veux plus voir ce qui ne va pas. Cette persévérance, ça devient de l'obstination. Je m'endette peut-être personnellement, etc. Je vais m'enterrer un peu plus profondément. La fierté devient la honte. Et donc, cette personne, on ne peut plus la joindre d'abord parce qu'elle n'a plus le même téléphone, elle n'a plus le même mail et qu'elle est au fond de son garage. Et je crois que là, il faut une main tendue d'un ami, d'un pote, d'une relation qui dit, tu sais, tout seul, tu vas galérer pour rebondir et si ça tombe, tu boiteras toute ta vie. Donc, va te faire aider. Et donc, c'est la main tendue de nous l'envoyer, mais bien sûr, c'est à lui de faire le pas. C'est la personne en question qui doit faire ce premier pas. Ça, c'est la première manière. La deuxième, on peut aussi apporter une expertise, apporter l'expertise de son entreprise dans le club du rebond, apporter un peu de finance, parce qu'il faut financer aussi l'association, et donc contribuer à cette chaîne de solidarité. Alors, on est reconnu, agréé sur l'aspect impôt, donc ça coûte moins cher pour l'entreprise qui veut nous aider par ailleurs. La troisième, bien entendu, nous n'en avons pas eu tant besoin que ça ces derniers temps, parce que, comme le disait Claude, sur les dépôts de bilan, il y a eu moins 40%. Donc, l'État a superbement géré par ses aides, ses appuis, cette période, mais certains qui auraient dû déposer, finalement, ne l'ont pas fait parce qu'ils ont été mis sous perfusion. Donc, c'est vrai qu'on a aidé tous ceux qui avaient nécessité d'aider, mais certains en ont profité, même s'ils n'allaient vraiment pas bien, et ils auraient dû chuter. Et je crains que cela ne finisse par chuter de toute manière. Donc, probablement, on va recommencer à avoir besoin de bénévoles. Donc, dans les bénévoles, des coachs, des parrains ou des experts. C'est la troisième catégorie, c'est dire je suis expert comptable, je peux aider à faire un business plan, je peux aider à faire un contrat juridique, je peux aider à mettre du réseau en place, etc. Donc, ça, c'est dans le cadre du club du rebond. Très bien, merci beaucoup Guillaume. On va justement faire le lien avec tout ce que vous venez de dire et avec deux entrepreneurs qui ont rebondi, donc qui ont bénéficié de l'accompagnement de 60 000 rebonds. Et ils vont pouvoir aussi livrer leur message et leur expérience. On voit aussi beaucoup de messages et je vous en remercie de Anne-Isabelle. Il y a aussi Philippe qui remercie, qui explique qu'il lui a dû apprendre à dire je ne sais pas directement, parce qu'un entrepreneur, un créateur, un chef d'entreprise doit forcément tout savoir, ce qui n'est pas le cas. On ne sait pas tout, ça c'est sûr. Et puis, les environnements changent trop vite, de toute façon, pour être au fait de tout. Et être accompagné, et je vais vous le dire en tant que chef d'entreprise, quand on va mal, mais aussi quand on va bien et quand on veut croître et se relancer, c'est aussi nécessaire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, Lionel, je vais commencer par vous, Lionel, si vous le voulez bien. Lionel Renaud, vous êtes entrepreneur ayant rebondi dans l'entrepreneuriat, parce que comme Guillaume vient de le dire, on peut rebondir aussi, mais dans le salariat ou dans d'autres domaines. Donc, dans l'entrepreneuriat, avec l'atelier Mathilde, qui est un traiteur éco-responsable et solidaire. Alors, justement, parlez-nous de cette main tendue à 60 000 rebonds. Qu'est-ce qui vous a permis de garder l'espoir et de penser espoir, justement? Alors, effectivement, après une liquidation, on est totalement KO, on est dans la souffrance, on n'a plus aucune confiance.
On ne sait même plus vers qui se tourner parce que la famille déjà prend beaucoup de choses, beaucoup de conséquences de cette liquidation. Et, aujourd'hui, et à l'époque, se tourner vers quelqu'un, c'est compliqué. On ne peut pas parler de ces sujets avec tout le monde. Là, avec 60 000 rebonds, on va parler avec des gens qui connaissent parfaitement le sujet, qui connaissent tout de suite quel est l'impact pour l'entrepreneur qui vient d'être liquidé, les impacts financiers, l'impact moral. Et dès le départ, vous allez passer une commission et peut-être que ça va être l'un de vos premiers succès post-liquidation, c'est-à-dire on va vous accepter à 60 000 rebonds, c'est la première brique de votre rebond et à ce moment-là, on va vous dire, bah voilà, tu vas avoir un parrain qui va être un peu ton ami, c'est lui avec qui tu vas pouvoir te confier et un coach qui va travailler avec toi pour regarder où tu en es mentalement et quelles sont tes capacités de rebondir ou dans le salariat ou reconstruire une entreprise. Pour mon cas, j'ai reconstruit une entreprise. Et clairement, quand je suis arrivé à 60 000 rebonds, j'étais persuadé que je ne serais plus chef d'entreprise en France. C'était vraiment, j'avais absolument cette conviction. C'était fini, vous Oui, souhaitiez pour plus moi, vraiment, peut-être je suis arrivé aussi. vraiment dans un état de souffrance et vraiment un choc. Je m'en rappelle encore. Et c'est jamais facile, en fait, de repenser à cette période-là, même encore maintenant. Et malgré tout, grâce à eux, j'ai pu me reconstruire déjà tout d'abord, moi, voir qu'on n'est pas seul, qu'autour d'une table, vous avez des gens très bien à qui ça arrive, des gens qui se sont battus pour leur entreprise, l'entreprise a eu un accident, mais ça arrive. Voilà. Et ça, il faut quand même à un moment l'accepter parce que aussi pour un peu se pardonner, parce qu'en fait, le chef d'entreprise souvent s'en veut énormément de ce qui est arrivé. Hein, on a des salariés avec lesquels on est amis, on a des fournisseurs avec lesquels voilà, on a tissé des relations pendant 10, 15 ans, et tout ça s'arrête du jour au lendemain. Le tribunal dit c'est liquidé et vous n'avez plus rien. Voilà. Vous n'avez plus C'est aucun vrai que contact Guillaume avec l'a dit tout personne. à l'heure et Charles va le dire aussi après, c'est aussi ce poids de l'échec en France qui est, qui est porté, hein, et effectivement se séparer aussi de collaborateurs qu'on a eu pendant des années ou même peu de temps finalement, mais peu importe, c'est vraiment une énorme pression, oui, tout à fait. C'est une énorme pression. Et donc, voilà, ils m'ont remis déjà premièrement sur pied. Et puis après, quand vous faites un projet, vous pouvez présenter votre projet à une commission. Voilà. Donc, où il y a des coachs, où il y a d'autres chefs d'entreprise qui sont en cours de rebond, enfin, qui travaillent sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des critiques, des aides. Et ça a été mon cas, en fait. Lorsque j'ai présenté mon nouveau projet à la commission, eh bien, j'ai eu des remarques, des choses. Et ça m'a permis aussi de me rapprocher de France Active, de trouver des financements. Donc, même leur réseau, aujourd'hui, m'a aidé à rebondir au niveau de l'atelier Mathilde. Voilà. Donc, et puis d'affiner votre projet peut-être aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on a une idée, on recommence en fait sur un projet, on se dit, bon, j'ai déjà été entrepreneur, ça va rouler, etc. Mais non, eux, ils challenge, ils vous font réfléchir. Alors justement, parlez-nous de cette période et aussi de votre entreprise. L'atelier Mathilde, je l'ai très peu présenté parce qu'elle est assez spécifique. Voilà, alors j'ai décidé d'aller dans le traiteur solidaire et éco-responsable. Solidaire parce qu'en fait, je veux faire travailler des jeunes en situation de handicap, un handicap léger qui leur permet d'être des cuisiniers ou des maîtres d'hôtel. Mais souvent, ces jeunes-là sont en ESAT et ils n'ont pas à y être en fait. On peut les sortir de l'ESAT et qu'ils aient une vie dans une société classique tout à fait normale. Et donc, voilà, c'est vraiment la base de l'entreprise. Faire du produit premium, du traiteur premium, donc plateau repas et cocktail, et avec des jeunes en situation de handicap qui sont encadrés aussi par des personnes qui, à un moment, pour des raisons XY, ont été écartées de l'emploi. Mon chef cuisinier, son adjoint, son second, étaient des gens qui, pour des raisons de santé, des choses comme ça, ont pu être écartés de l'emploi. Et donc, chez nous, c'est vraiment une petite famille avec voilà, des jeunes que l'on forme et des gens qui sont rebonds. Qui sont retrouvés un emploi. Et donc, et qui sont en rebond aussi, qui ont rebondi grâce à vous, hein, c'est ça aussi. Oui, voilà, en fait, j'ai plusieurs, toutes les personnes chez nous viennent, donc ont eu un accident de parcours, on va appeler ça, et puis ils ont rebondi. Et j'ai même intégré donc une ancienne chef d'entreprise qui était donc dans l'association 60 000 rebonds, que moi, je n'ai pas connue parce qu'elle était une période après moi, mais ça fonctionne très bien. En fait, voilà, elle a intégré l'entreprise depuis juin et donc elle s'occupe du commercial et du marketing.
Et c'est vraiment, voilà, je retrouve toutes les qualités du chef d'entreprise qui est capable de gérer plusieurs choses à la fois, qui peut aussi bien aller faire des courses que traiter un très gros client. Voilà, et je suis très heureux de ça. Et si je peux continuer, et j'espère pouvoir encore embaucher des gens qui sont C'est tout ce salariés, qu'on vous enfin, de souhaite. 60 000 rebonds, pardon. Et tout ce qu'on vous souhaite de continuer, bien sûr, à croître et surtout de maintenir le cap que vous vous êtes fixé et aussi ce cercle vertueux que vous avez mis en place, que l'on va voir également avec Jean-Charles. Jean-Charles Tchakirian, excusez-moi, à chaque fois je bug un peu sur le nom, que vous êtes fondateur d'une marque de jeans 100% Made in France, qui est éthique et éco-responsable le Gaulois. Donc là aussi, ça fait écho aux propos de Claude Sabatin tout à l'heure, sur le fait aussi de se réinventer, mais se réinventer avec le local, aussi on a cette sensation de donner ce qu'on a reçu aussi et d'être dans cette bienveillance, Lionel, comme vous venez de le dire, de permettre à d'autres de faire le rebond. Jean-Charles, parlez-nous justement de votre expérience au sein de 60 000 rebonds et surtout de votre rebond. Oui, bonjour. C'est toujours délicat et je rejoins déjà tous les propos de Lionel, c'est que les chefs d'entreprise sont toujours sur le fil de l'émotion. Vous nous demandez de nous replonger dans une période qui est douloureuse, évidemment, émotionnellement, douloureuse familialement, dans ce qu'on peut traverser avec nos conjoints, conjointes, le regard de nos enfants, le regard de nos parents. Et c'est une période qui est très délicate. Et il y a toujours un peu d'émotion quand il faut se replonger dans cette période qui finalement est réellement constructive quand on a su la traverser. J'ai eu la chance, évidemment, c'est un parcours, même s'il a été initié par mon mandataire qui m'a vivement conseillé d'aller rejoindre l'association 60 000 rebonds. Après ma liquidation, il m'a demandé de repartir tout de suite sur un projet. Je me suis rapproché de 60 000 rebonds, un petit peu à reculons, parce que j'ai craint, si vous voulez, de me retrouver dans une ambiance de chef d'entreprise où on allait partager finalement une désolation commune et collégiale et chaque chef d'entreprise a sa propre ambition, je dirais, et je ne voulais pas y aller. Et puis, il m'a dit, en partant, il m'a dit, quand vous serez inscrit, vous me le direz, il m'a dit. Donc, il m'a vraiment forcé la main. Quand je suis arrivé à 60 000 rebonds, je rejoins tous les propos de Lionel sur l'accueil, le coaching, évidemment. C'est une mécanistique. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils savent. Vous n'avez pas besoin de leur dire dans quel état vous êtes, ce que vous avez traversé, et ils ne vous le demandent pas. Simplement, on a un regard sur vous voulez repartir très vite, et eux, ils vont temporiser et vont vous dire il va falloir quand même te soigner un petit peu de cette blessure avant de pouvoir repartir clairement et sereinement. Et avec ses coachs, avec ses parrains, avec ses experts, avec ses animateurs, avec son président, j'aime à dire souvent que pendant 18 mois, nous avons construit, déconstruit, reconstruit, écrit, réécrit, dessiné, redessiné, un projet de faire redémarrer mon activité qui était confectionneur en jeans. Dans ma famille, nous sommes fabricants de jeans depuis 1974. Nous avons eu un stop en 2003 pour cause de mondialisation. Et jusqu'en 2017, jusqu'à la fin de ma liquidation, j'étais distributeur de marques textiles. Et comme je suis tombé à cause d'une créance client, l'accumulation des créances clients, l'accumulation de stock, j'ai fait une cessation d'activité, mais j'avais gardé mon outil de travail. Et donc, comme je me suis présenté à 60 000 rebonds, mon idée, j'ai vu arriver le Made in France, on était fin 2017, je leur ai dit, voilà, je voudrais bien, peut-être qu'on reveut des entreprises françaises, finalement, avec ce retour au Made in France, à ce retour au local et à la revalorisation des savoir-faire français qui ont été éteints, absorbés, balayés, je dirais, pour être un peu violent, puisque c'est ce qu'on a vécu pendant 20 ans de mondialisation. C'est savoir-faire des entreprises. Oui, et dans toutes les entreprises manufacturées, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, nous avons créé une marque de jeans qui s'appelle Le Gaulois.
Voilà, c'est comme ça que j'ai pu redémarrer mon activité. Une fois que nous avons écrit les fondements de Le Gaulois pendant 18 mois avec ce parterre d'hommes et de femmes qu'il ne faut pas oublier, hein, qui sont toujours là généreusement et qui donnent de leur temps. On se réunissait en comité de pilotage chaque mois et c'est vraiment un capital humain qui est absolument inestimable en France, et je sais qu'il s'exporte. C'est un capital humain qui est inestimable. C'est un partage de savoir-faire. Si vous deviez aller voir des agences de communication, des agences de marketing, faire des business plans, aller voir des comptables, il y a des juristes qui sont là, qui vous disent et vous informent de façon gracieuse, mais c'est impossible de repartir. C'est ça qu'il faut bien imaginer que vous allez vivre, c'est de rencontrer cette générosité, ce don de soi. Et voilà, et donc nous avons écrit Le Gaulois pendant 18 mois, et pour le financement, on a eu l'idée collégiale de se dire, j'ai posé une problématique sur l'utilisation du coton traditionnel. On a apporté une solution environnementale en utilisant du lin et pas du coton pour faire nos jeans. Et nous sommes allés proposer cette solution, je dirais, environnementale, éthique et humaine, évidemment, sur une plateforme participative qui s'appelle Ulule. Et nous avions fait le pari de prévendre 300 jeans pour redémarrer l'atelier, 100 € en moins de 5 semaines, ce qui a été mon premier financement pour redémarrer. Donc, pour répondre à la question comment la crise nous oblige à nous réinventer, en fait, vous avez vécu plusieurs crises en fait, dans le textile, et à chaque fois, vous avez réinventé jusqu'à maintenant avec cette volonté de faire du Made in France, hein, qui est aussi très plébiscité maintenant par beaucoup d'utilisateurs. Hein. Ce retour aux sources, c'est pareil pour l'atelier de Mathilde, hein, c'est éco-responsable, etc. C'est vrai que c'est un marché qui paraît être plutôt porteur. Oui, l'éco-responsable. Oui, absolument. D'autant plus que. Vas-y, Lionel. Vas-y. Non, vas-y, écoute. Non, ce que je voulais simplement dire, effectivement, nous, on vit notre 4e modèle économique. Mais bien qu'en 2019, quand on a relancé ce projet, entre-temps, il y a eu l'avènement d'Internet, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Donc, c'était des outils que je n'avais jamais connus. C'était le langage de mes enfants. Ce n'était pas le mien. Et l'association, grâce à ses experts et voilà, ses compétences, ils m'ont fait rentrer dans le 2.0, ils m'ont appris à communiquer et ils m'ont complètement modifié pour m'adapter à ce nouveau modèle économique qui s'est créé devant nous. Et Lionel, vous, comment vous avez vécu effectivement le fait de se réinventer ? Au départ, mon modèle, je voulais partir sur surtout les prestations, les cocktails, donc être vraiment traiteur événementiel. Et rapidement, je me suis dit que je voulais intégrer la partie solidaire, que je ne pouvais pas le faire sans que ce soit solidaire. Et je pense aussi que toute la bienveillance de 60 000 rebonds m'a emmené sur ce terrain. Donc voilà, on a voulu être solidaire. Et après, par rapport à la crise Covid et se réinventer, nous, au départ, donc, traiteurs événementiels, on a surtout maintenant fait des plateaux repas éco-responsables. Ça veut dire qu'on livre que en dur avec de la vraie vaisselle et on retourne chercher notre matériel. Donc, on est plutôt basé sur l'ouest de Paris. Mais voilà, pour se réinventer, il a vraiment fallu s'adapter. Les cocktails et l'événementiel n'existant plus avec le Covid. Il fallait absolument trouver de quoi faire du chiffre d'affaires tous les jours. Et donc, on a fait tout ce qui était plateau repas, petit déjeuner, haut de gamme, voilà, et livré qu'avec du matériel éco-responsable, donc de la vraie vaisselle. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est un petit peu adapté aussi aux nouvelles demandes des entreprises. C'est important, même si on a effectivement un business model et qu'on a prévu une offre, etc., d'être continuellement finalement en train de se réadapter en fonction effectivement des crises. Mais qui dit crise dit aussi opportunité. Hein, donc là, voilà, c'est ça aussi, hein, le fait, cette crise, par exemple, Jean-Charles, la dernière du textile vous a permis aussi, malheureusement, d'être en cessation sur une entreprise, mais de créer Le Gaulois qui porte d'autres valeurs aussi que juste la distribution
de vêtements et qui vous permet aussi de reprendre votre savoir-faire familial également. Oui, oui, absolument. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais pour qui, pourquoi et comment je fais un jean. Voilà. Et voilà, il a plein de valeurs et ce sont des valeurs que je partage avec notre communauté. Parce que j'ai appris dans 60 000 rebonds qu'aujourd'hui, on ne vend pas un produit à une tranche d'âge, mais à une communauté, voilà, de gens qui se réunissent autour de mêmes valeurs. Voilà. Et tout ça a été modifié et tout ça, je l'ai puisé dans l'association. Alors, est-ce que vous avez à tous les participants des questions? Alors, pour Guillaume également, n'hésitez pas, mais aussi pour Jean-Charles et Lionel à leur poser. Moi, j'avais un petit complément sur le témoignage de Jean-Charles. Je ne sais plus si c'était cet été, je crois que j'étais en vacances, et un samedi matin, j'ai un appel qui me dit c'est quoi ce truc? Jean-Charles, mais qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Bon, je décroche quand même. Il dit Guillaume, tu ne croiras pas, c'est pas possible, je l'ai eu. Quoi, tu l'as eu quoi? Eh bien, je suis lauréat Réseau Entreprendre. Eh bien, je l'ai félicité, même si c'était samedi matin. Bon, samedi, tu peux arrêter de bosser de temps en temps, mais chez mec dans le commerce, non, mais voilà. Effectivement, il y a des réseaux aussi qui accompagnent le réseau Entreprendre, qui vous a permis, Jean-Charles, également d'être accompagné, et lauréat, félicitations. Donc, en fait, à tous les deux, Lionel et Jean-Charles, même si ça transpire dans vos propos, mais je vous pose quand même la question, c'est pour vous, est-ce que l'accompagnement justement en rebond est facultatif ou indispensable? La seule chose, c'est de ne pas rester seul. C'est trop fort, le choc est trop important pour qu'un chef d'entreprise reste seul après une telle mésaventure. Il faut absolument se faire aider par les autres, même si généralement le chef d'entreprise, c'est lui qui emmène les autres, c'est lui qui est le booster. Mais là, on n'est plus capable. Je pense qu'après ça, on n'est plus capable. Et il faut vraiment se reconstruire avec, comme le disait Guillaume, avec un médecin et tout. C'est eux les médecins, dans notre cas là. Alors, une autre question pour Jean-Charles et Lionel. Jean-Charles, n'hésitez pas à rebondir aussi derrière. Avant vos expériences de liquidation, aviez-vous déjà fait le choix d'être accompagné à différents moments de votre parcours? En tant qu'entreprise, oui. Alors, Jean-Charles, non, jamais. Vous n'aviez jamais été accompagné auparavant? Non. Non, j'étais un entrepreneur solitaire. Et même, vous l'avez dit, vous y êtes allé un petit peu à reculons, mais c'est votre mandataire social qui vous a dit, je vous conseille et faites-le parce que je veux avoir votre date de rendez-vous. Donc, Oui. l'importance des conseils également pour guider et accompagner, très important. Oui, absolument, oui. Voilà. Il faut faire un effort sur soi-même. À un moment donné, il faut enfouir un petit peu sa fierté, pas mal placée, parce que tout le monde doit être fier de ce qu'il fait, de ce qu'il est, sinon il n'avance pas. Mais voilà, il faut le prendre sur soi, il faut aller oser faire le pas. J'ai envie de dire, c'est une chaîne de bonheur qui s'enchaîne derrière, c'est inimaginable. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Prépare ton obole, et si le bon Dieu, il veut te la remplir, il te la remplira. Mais tu dois préparer ton obole. » Voilà, allez-y là-bas, préparez votre obole, et vous verrez. C'est fantastique, c'est inimaginable. Merci. Et Lionel, alors du coup, aviez-vous déjà été accompagné avant 60 000 rebonds? Oui, puisque dans la société précédente, j'avais aussi des fonds d'investissement comme actionnaire. Donc, on avait des conseils aussi et de leur part et de sociétés extérieures pour tout ce qui était comptabilité et gestion. Voilà. D'accord. Mais là, en fait, l'accompagnement, il est assez personnel. En fait, on vous accompagne, vous, à titre tout à fait personnel, alors qu'avant, c'est l'entreprise qui était accompagnée. À travers du dirigeant. Mais là, 60 000 rebonds ne s'intéresse tout d'abord qu'à vous. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à vous dans cette situation ou après la liquidation. Oui, il y a un fort travail des coachs aussi. Ça, il faut le souligner. Vous l'avez fait aussi.
c'est aussi l'analogie, la comparaison de Guillaume est tout à fait intéressante avec le fait de se casser quelque chose. Après, il y a de la rééducation. Donc, c'est Oui, vraiment le exactement. fait d'être soigné et de soigner également sa tête, ce que l'on pense de soi. Quand on avait échangé, Jean-Charles, vous parliez aussi que cela, du coup, vous avez également permis d'avoir, et j'imagine que c'est pour vous, Lionel, la même chose, de la fierté vis-à-vis de soi et de sa famille, c'est-à-dire de reprendre cette utilité et cette fierté que l'on peut avoir Ouais, d'accomplissement. ça met beaucoup de temps à revenir. Attention, hein, ça met beaucoup de temps à Oui. revenir. Mais déjà, en fait, 60 000 rebonds va peut-être vous empêcher de tomber encore plus bas, parce que ce n'est pas parce que vous êtes liquidé que vous ne pouvez pas encore tomber plus bas. Donc, il y a un moment où le temps est très important post-liquidation, parce que vous êtes dans une situation très compliquée. Si en plus, on laisse traîner le temps et qu'on ne travaille pas sur son rebond efficacement, on risque de descendre encore plus bas. Donc, d'où l'importance de 60 000 rebonds, de vous remettre sur les rails, quoi. S'ils ne vous remettent pas sur les rails, ça peut être encore plus compliqué. Tout à fait. Et dernière question, Guillaume, Alors, oui, pour pardon. compléter, Laetitia, Oui. 60 000 rebonds, on raisonne aussi, on fonctionne en réseau. Hein, c'est-à-dire qu'on est en réseau, on a la BPI, on a des banques qui acceptent de soutenir. On fait un travail plus pro par ce comité en vol qui permet vraiment de faire comme le bac blanc, c'est-à-dire de répéter ses pitchs avant d'aller voir le banquier. Tiens, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est mieux. Allez, tu recommences une fois avant d'aller dans la vraie vie. Mais aussi en amont, on fait partie du portail du rebond. Et ce portail du rebond, c'est un certain nombre d'associations qui accompagnent les entreprises en difficulté, les entrepreneurs en difficulté, ou comme nous, les entrepreneurs qui ont plus de difficultés parce qu'ils n'ont plus d'entreprise. Hein, ou en tout cas, une nature différente de difficultés. Et donc, ça, c'est vrai, c'est intéressant aussi, c'est qu'on a ce travail en réseau et avec la possibilité d'être entendu, non pas tout seul, mais bien en réseau, par les instances gouvernementales qui prennent en compte un certain nombre de nos remarques. Par exemple, la suppression du 0,40, 0,50 Banque de France, c'était un point vraiment important, c'est-à-dire de ne pas être marqué au fer rouge et de ne plus pouvoir ouvrir un compte bancaire. Il y a d'autres sujets comme passer de 500 à 800 euros. On avait demandé le SMIC, mais c'est au moins 800, donc c'est quand même mieux que 400, même si ce n'est pas encore génial. Il y a un certain nombre de choses où là, il y a des échanges avec le gouvernement, c'est des choses qui avancent, et je pense que c'est un point important à noter. Tout à fait. Dernière question. Guillaume, toi, vous avez la parole. Olivier demande de rappeler les 4D. Alors, les 4D, moi, souvent, j'en mets 7. Alors, c'est plus riche. Bon. Quand on parle des 3D, classiquement, on dit dépôt de bilan, divorce, dépression. Sachant que l'ordre n'est pas toujours celui-là. Hein, ça peut être le divorce qui amène à la dépression, qui amène au dépôt de bilan. Quand vous avez une boîte de 5 personnes, si vous n'avez pas la forme, pouf, ça ne va pas. Moi, j'en mets souvent 7. Alors, c'est un peu plus sévère. Le premier est dans le déni. Et si on est dans le déni, alors on n'est pas obligé de tous les faire, heureusement. Hein. Si on est averti, on peut éviter d'en faire trop. Mais quand on est dans le déni, on prend des risques supplémentaires qui font justement l'enchaînement des 3D qu'on évoque. C'est-à-dire qu'on ment à son conjoint, c'est-à-dire qu'on prend une caution personnelle bancaire supplémentaire. C'est-à-dire que, et donc les 7, c'est déni, dépôt de bilan, dépression, divorce, déménagement, dette perso, et éventuellement décès. Ça, c'est la finalité qui est vraiment la plus triste. Mais donc, je crois que c'est important de prendre le problème en amont. Plus on prend le problème en amont, et c'est ce que va nous expliquer Charles, et puis bien, on va éviter tout ça pour le limiter à un risque économique et éviter tous ces effets seconds qu'on peut bien entendu éviter si on a l'humilité, le courage. Le Charles. Merci à tous les trois. Justement, on enchaîne, comme vous venez de le dire, Guillaume, avec vous, Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc philosophe et romancier. Vous êtes entre autres auteur d'ouvrages et d'un best-seller sur les vertus de l'échec et de la confiance en soi. Alors pour vous, comment la crise nous oblige à nous réinventer ? Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je suis aussi un compagnon de route de 60 000 rebonds, puisqu'on avait eu le plaisir d'avoir une édition spéciale de mon livre avec votre jaquette à vous. Peut-être, avant de répondre plus globalement à cette nécessaire réinvention, peut-être réagir à ce que j'ai entendu, parce que dans mon livre, justement, Les vertus de l'échec, je montre que, et merci pour tous les messages que je vois sur le chat de celles et ceux qui ont déjà lu ce livre, je montre que l'échec n'est pas une chance ni une fête. Hein. C'est quand même difficile, évidemment.
Et justement, il y a des conditions à mettre en œuvre pour qu'il puisse y avoir une vertu de l'échec. Et quand je vous ai entendu témoigner, les dirigeants, mais aussi Guillaume, on retrouve pas mal de ces conditions que je vais peut-être résumer avant de répondre plus globalement à la question. De toute façon, je crois qu'on a 4 heures, c'est ça? Bien Oui. sûr, 5 et demi. Alors, du coup, je dirais qu'il y a 5 grandes conditions pour qu'il y ait une vertu de l'échec. Et la première, c'est ce que disait Guillaume, c'est pas de déni, évidemment. Le déni de l'échec est beaucoup plus généralisé qu'on ne le croit. Et dans tous les champs de l'existence. Par exemple, en France, vous allez avoir un élève au lycée, vous lui remettez sa copie, je ne sais pas, 7 sur 20, et il dit, de toute façon, le prof, Pépin, il note n'importe comment. Et il ne regardera jamais sa copie. Il ne la reprendra jamais. C'est un déni de l'échec très simple. Ou alors, vous avez un grand patron qui a un parachute doré ou une retraite de chapeau, qui a planté sa boîte, et il n'arrive même pas à intégrer l'échec dans son psychisme, parce que, quelque part, il y a une institutionnalisation du déni de l'échec, parce qu'il avait tellement négocié son contrat au début, qu'il savait depuis le début que même en cas d'échec, il aurait son parachute doré ou sa retraite de chapeau ou d'autres avantages. Donc, en fait, le déni de l'échec, c'est très grave, parce que pour qu'il y ait vertu, il faut d'abord qu'il y ait reconnaissance. Et la reconnaissance, elle est douloureuse. Et moi, je ne suis pas du tout comme certains Américains qui disent « Oui, l'échec est une fête, bravo, tu vas rebondir ». Non, c'est d'abord douloureux, mais le déni, c'est la négation de cette douleur. Ça, c'est la première condition, pas de déni. Deuxième condition, et c'est ce que vous avez aussi évoqué dans vos témoignages, indirectement, pas d'identification. C'est-à-dire, mon échec, c'est l'échec de mon entreprise, c'est l'échec de mon projet, c'est l'échec de certaines années, c'est l'échec de mon idée, mais ce n'est pas l'échec de mon moi. Et ça, c'est très important. Et c'est là que la philosophie rejoint la psychologie. Et je vois beaucoup de coachs intervenir sur le chat, et j'imagine que vous allez être d'accord avec moi. C'est que ce qui fait que je vais très mal, c'est que je m'identifie à mon échec. Et dans ma philosophie, je propose qu'on ne soit pas dans l'essentialisation, ni au moment de l'échec, ni d'ailleurs au moment du succès. Ce n'est pas parce que j'ai raté quelque chose que je suis un raté. Mais de même, par analogie, ce n'est pas parce que j'ai réussi à un moment que je suis un winner. C'est le même défaut. C'est un défaut d'essentialisation et d'identification. Et la meilleure façon de commencer à rebondir, en tout cas à moins souffrir, c'est de faire la part des choses entre l'échec de son projet et l'échec de sa personne. Mais c'est très dur, parce que le regard des autres nous invite à la confusion, et même parfois la loi nous invite à la confusion. Quand il faut assumer juridiquement ou parfois pénalement son échec, eh ben, c'est dur de faire la part des choses entre j'en assume la responsabilité, mais en même temps, ce n'est pas mon échec. En fait, ce que j'ai envie de dire, vous allez comprendre le jeu de mots, c'est que c'est mon échec, mais ce n'est pas mon échec. Je répète, c'est mon échec, entre parenthèses, j'assume, mais ce n'est pas mon échec, ce n'est pas l'échec de mon moi. Et là, il y a 2 façons de s'en sortir psychiquement. Il y a une forme philosophique brutale, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui plaît à certains, qui est de dire que de toute façon, il n'y a pas d'essence du moi. Je ne peux pas être un raté, parce qu'il n'y a pas d'être. Je ne fais que devenir, me réinventer. Ça dépend des rencontres, ça dépend des périodes. Il y a plusieurs parts de moi. Donc, je ne peux pas me sentir nul, parce que pour ça, il faudrait que j'aie une essence. Et si on est existentialiste, sartrien, nietzschéen, enfin peu importe, on pense que de toute façon, le moi est une illusion. Donc, dans ce cas-là, je ne peux pas me sentir nul, puisque le moi n'existe pas. Il n'y a que des moments, des actions, des projets, des rencontres. Si ça ne vous parle pas, ce que je comprends, parce que c'est un peu philosophique, dans ce cas, vous pouvez vous dire autre chose. OK, le moi existe. J'ai une âme, par exemple, si je suis chrétien, je pense que j'ai une âme, mais simplement, elle n'est pas entachée par l'expérience de l'échec. Elle mène sa vie ailleurs. Et ma personne, elle a une existence qui est décorrélée de mes succès et de mes réussites, mais aussi de mes échecs. Et c'est ça la deuxième condition, pas d'identification. Je sais que c'est facile à dire et dur à vivre, mais c'est pour ça qu'il y a des accompagnements, comme ce que propose 60 000 rebonds. C'est pour ça qu'il y a des mentors, des coachs, des gens qui vont vous dire, mais attends, en fait, tu as raté ça, mais c'est tout, tu n'es pas un raté. Et d'ailleurs, c'est le moment aussi de se souvenir des belles choses, de se souvenir des belles intentions. Et ça, c'est la deuxième condition. Pas d'identification après la première condition, pas de déni. Maintenant, et je vois Samira qui dit, pas d'identification à l'échec, oui, mais pas non plus au succès. Parce que le succès va revenir, j'espère. Mais parfois, on va redevenir arrogant et on va redevenir suffisant, comme avant, en fait, comme si on n'avait même pas profité de la sagesse de l'échec. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir une humilité
qui nous permettra en fait de réussir d'une belle manière. Parce que parfois, en fait, on en a tellement bavé que dès qu'on réussit, on retrouve les défauts d'avant. Troisième condition, c'est se demander en fait ce que l'échec me dit. Et Guillaume a très joliment distingué l'entêtement et la persévérance. Alors ça, c'est un problème compliqué, parce que il y a deux grandes vertus de l'échec. Enfin, dans mon livre, j'en montre plutôt 7, mais pour résumer, il y en a deux grandes familles. Il y a des échecs qui me donnent envie de tirer des leçons du ratage pour aller dans la même direction et in fine réussir dans la même direction. Ça, c'est une vertu de compétence ou une vertu de persévérance. Mais il y a aussi des échecs qui me donnent envie de tout changer. Et ça, c'est la vertu de bifurcation. Dans ce cas-là, ce n'est pas tellement que je vais tirer un enseignement de mon ratage pour rejouer l'aventure dans la même ligne, dans le même chemin. C'est plutôt que je vais tout changer, je vais faire autre chose, je vais bifurquer. Mais alors, le problème, c'est que dans quel cas je suis? Est-ce qu'il faut que je persévère, riche de la vertu de persévérance et de compétence, ou est-ce qu'il faut que je change tout et je tente autre chose? Et on a vu dans vos témoignages qu'il y a les deux cas de figure, en fait. Et là, c'est très compliqué, parce que si je me trompe de cas, je vais m'entêter et non pas persévérer. Mais comment savoir dans quel cas je suis? Et bien là, c'est compliqué et il faut du temps. Et le problème, c'est quand on est pressé de trop rebondir vite, on ne rebondit pas, parce qu'on ne va pas entendre la petite voix de l'échec. D'où la nécessité d'une association comme 60 000 rebonds, qui va permettre de prendre un peu de temps, en fait, et d'être accompagné dans un pas immédiat. Alors, je sais que c'est dur à entendre, mais malheureusement, c'est la vérité. En fait, on ne peut pas rebondir tout de suite. On n'est pas des balles rebondissantes. Et c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre que finalement, une des vertus de l'échec, c'est une vertu d'humanisation, une vertu d'humilité, et quelque part, de renouer aussi des liens, d'être davantage à l'écoute des autres. Ça aussi, vous l'avez dit, on réapprend à écouter, parce qu'on s'est planté et on comprend qu'il y a d'autres gens à écouter. Et d'ailleurs, vous voyez bien, après, le problème, oui, Samira, nous ne sommes pas des balles rebondissantes, exactement. Nous ne sommes pas des balles rebondissantes, ça veut dire que parfois, c'est comme un trampoline. Quand on s'enfonce, bien, on rebondit mieux. Alors, c'est dur parce que ça fait mal, et j'ai bien entendu les 7 D qu'a évoqué Guillaume, hein, qui a chargé la barque bien, il n'y en a même pas 4, il y en a 7, mais c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que parfois, c'est pas. Il y a un temps pour tout, quoi. Comme le dit l'Ecclésiaste, hein, il y a un temps pour construire, un temps pour déconstruire, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Et ben, quand j'échoue, c'est le temps d'échouer. Et on ne peut pas rebondir si vite. Et donc, ça, c'est la troisième condition. Prendre le temps d'identifier quelle pourrait être la vertu de mon échec. Mais c'est un problème, parce que si vous voulez, c'est comme les élèves, les ados, quoi, ils se sont plantés, et on leur dit, mais c'est pas grave si tu en tires quelque chose. Mais parfois, c'est la double peine, parce que le pauvre ado, non seulement il s'est planté, il est humilié socialement et il est le dernier de sa classe, mais en plus, il ne voit pas bien ce qu'il en tire, parce qu'il ne comprend rien, il est perdu. Donc, voilà, Samira a raison, Francis aussi. Sophie dit parfois il faut plus de 2 ans lorsqu'on fait un burn-out. Bah ouais. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui se moquent de ceux qui sont pro-psychanalyse en disant quoi, ça fait 5 ans que tu es sur le divan, mais 5 ans, tu t'as vu ce que ça t'a coûté, tu aurais pu t'acheter un 2 pièces et investir. Comme si 5 ans, c'était long. Ben, c'est long si on a des œillères, mais à l'échelle d'une vie entière, ben, parfois, c'est un temps qui est nécessaire pour repartir vraiment d'un bon pied et savoir à quoi on aspire et finalement développer des efforts de la volonté qui vont mieux payer parce qu'ils consonnent plus harmonieusement avec ce vrai désir que des années complexes de thérapie ou de psychanalyse nous ont permis d'entendre. Donc, troisième condition, prendre le temps pour savoir dans quel cas on est. Je répète que c'est très dur parce que ce n'est pas une chance exacte. Et parfois, on va encore se replanter, évidemment, parce qu'on a cru que c'était une vertu de persévérance, alors que ça aurait dû être une vertu de bifurcation. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire un truc un peu dur, mais je vais le dire quand même, parce que c'est la vraie vie. C'est que la principale des vertus de l'échec, c'est de nous préparer aux échecs d'après. Et ça, c'est ce qu'a dit magnifiquement Charles de Gaulle. Vous savez, de Gaulle, je vous la fais courte, il a échoué 25 ans. 25 ans de fiasco. Première guerre mondiale, il est fait prisonnier. Il n'a même pas le temps de combattre. Il est bien traité. Il ne sert à rien pour son pays. Après, il s'engage sur des conflits périphériques en Afrique. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien à faire. Il s'emmerde. Après, il écrit des livres pour devenir écrivain, stratège. Personne ne les lit. Personne ne les critique.
Enfin bref, c'est 20 ans d'échec. Et puis arrive l'appel du 18 juin 40. Et là, tout le monde croit que ça a marché et que ça a lancé la résistance. Pas du tout. C'est encore un échec. Il n'y a que 250 personnes qui arrivent et il n'y a pas les grands chefs politiques ou militaires qui l'attendaient. Et alors tout le monde se dit, et il en parle très bien dans ses mémoires, mais comment ça se fait que je ne me sois pas écroulé le 18 juin 40 après 22 ans d'échec quand même. C'est long, 22 ans. Mais vous savez que ça finira bien. Et la réponse de Gaulle, elle est géniale. Il dit, tout le monde dit, c'est parce qu'il a une idée de la France, c'est parce qu'il a un idéal, c'est parce qu'il a une volonté de faire. Tout ça, c'est vrai. Mais malgré tout ça, un jour, on s'écroule à force. Et la réponse de Gaulle, elle est bien mieux. Il dit, mais j'avais juste l'habitude. J'avais l'habitude. Et c'est ça. Et j'imagine que ça vous parle à 60 000 rebonds. Parce que vous devez en voir des gens qui font une dépression énorme juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est leur premier échec. Moi, j'en vois plein des gens dans les conférences où j'interviens. Ils ont fait leurs bonnes études, leur bonne prépa, leur bonne carrière. Ils n'ont jamais connu d'échec. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils croient. Qu'il y a d'autres échecs que les échecs objectifs, mais passons. Et puis, boum, un divorce, un licenciement, et boum, ils s'écroulent. Parce que c'est la première fois. Mais dans la vie, on en aura plein des échecs. La vraie question, c'est de ne pas les répéter à l'identique. C'est la phrase de Beckett que j'adore. Tu as échoué, essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas dans le business, vous le savez mieux que moi, des gens qui ont échoué plusieurs fois avant de faire une belle réussite. Ils n'ont pas échoué une seule fois. Ils ont échoué plusieurs fois. Et moi, dans mon métier à moi, qui est un métier d'écrivain, d'auteur, on connaît bien l'échec. Le plus souvent, quand on fait des livres, là même, vous n'avez pas eu le temps, mais vous avez présenté mon succès, les vertus de l'échec, mais j'ai connu, je ne sais pas, au moins 7-8 échecs, 7-8 livres que personne ne lit, que personne ne critique, qu'on a mis 2 ans à écrire. Vous croyez que c'est facile? Pendant 2-3 ans, on est comme un con à écrire un livre, on se brouille avec sa femme, ses enfants, on ne les voit pas trop, on est nerveux, on a l'impression de faire un grand truc, et quand ça sort, personne ne le lit, personne ne le critique, personne ne le traduit, et on ne gagne pas d'argent. Ça s'appelle un échec, en fait. Et en fait, la sagesse, elle est là. C'est que je me dis, mais pourquoi je fais ça? Comment je dois écrire? À qui je m'adresse? Que des bonnes questions. Alors que quand on fait un best-seller, c'est sympa, c'est hyper agréable, ce que j'appelle l'ivresse du succès, mais c'est beaucoup moins enrichissant. On se pose moins de questions. Et finalement, ce qui va faire la réussite des livres d'après, c'est les questions qu'on s'est posées dans l'échec qui nous ont permis de réadapter le tir, de réajuster le tir. Exactement comme vous. J'ai entendu dans vos témoignages, finalement, un échec, c'est dur, et puis après, on rebondit, on se dit, tiens, je vais faire ça, j'entends parler de ce genre de truc, et finalement, je vais ailleurs. Et quand vous avez raconté l'histoire du traiteur, si ça se trouve, le traiteur bio-responsable, écolo, vous n'auriez peut-être pas eu l'idée sans l'échec. Peut-être que si vous aviez été sur les rails du succès de votre projet d'avant, vous n'auriez jamais envisagé cela. Et il y a plein d'exemples comme ça. Mais par contre, pour le comprendre, il faut accepter que quand on vit l'échec, il y a des conditions à réunir pour qu'il soit vertueux. Et je continue. 4e condition, mais je ne sais pas combien de temps j'ai. 4e condition, c'est changer de regard sur l'échec. Et là, c'est plus dur. Parce que le problème, c'est que ça ne dépend pas que de moi. Le reste, ça dépendait que de moi. Pas de déni, ça dépend de moi. Pas d'identification, ça dépend de moi si je suis bien accompagné. Savoir dans quel cas je suis, prendre le temps, ça dépend de moi. Et moi, le problème que je vois, c'est qu'il y a plein de gens qui font ça tout bien. Mais le problème, c'est que dans le monde dans lequel ils vivent, on les stigmatise. On les met dans la case de l'échec. Et là, parfois, ils n'y peuvent rien. D'où notre responsabilité à toutes et à tous, où que nous soyons. Moi, comme écrivain, vous, Guillaume, comme président de 60 000 rebonds, vous, chef d'entreprise qui êtes relancé par rapport à vos collaborateurs, mais comme parents, comme mari, comme femme, comme amant, comme ami, ce que vous voulez. Il faut qu'on change ce regard. Et ça prend du temps. Il faut qu'on se dise, voilà, une porte se ferme, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Une route est barrée, mais il y a d'autres routes indiquées. Un panneau sens interdit devient un panneau indicateur. Et ça prend du temps et c'est notre responsabilité à tous. Évidemment, c'est la 4e condition. Et la 5e condition, c'est la vraie. C'est-à-dire, voilà, je ne suis pas tout puissant. Parfois, j'ai besoin de l'échec pour l'apprendre. J'avais une illusion de toute puissance. Et c'est vrai que, sans être nécessairement dans cette thématique très chrétienne de l'humilité, on peut la vivre si on n'est pas chrétien. En fait,
il y a un moment, sans être masochiste, cette espèce de retour du réel, il n'est pas si désagréable. Parce que finalement, il y a quand même quelque chose qui fait que je suis en relation avec les autres. D'où ce que propose l'association. Et souvent, dans le succès, c'est dur, en fait, d'être en relation. Dans le succès, on a la tête qui crame, on a envie de fêter ça, c'est vrai. Mais reconnaissez qu'on n'est pas très motivé quand on a un succès pour s'arrêter, faire un bilan et essayer de comprendre pourquoi ça a marché et s'écouter les uns les autres. Toutes ces qualités d'empathie et de lien, on les a davantage dans l'échec que dans le succès. D'où ma thèse qui tient en une phrase, il y a une sagesse de l'échec quand il n'y a qu'une ivresse du succès. Alors voilà, ça c'est le cadre général de ma philosophie de l'échec. Et puis vous m'avez posé une question, comment la crise nous oblige à nous réinventer, c'est ça? Sachant qu'il vous reste 5 minutes, Charles. Bon, dans ce cas, je vous dirais juste 2 idées, mais est-ce qu'on a un temps d'échange après? Oui, on va prendre un petit temps d'échange. Je pense qu'il y aura des questions, effectivement. Oui, parce que je vois des bonnes choses sur le chat. Tout à fait. Ce qu'il faut, je crois, il faut peut-être se dire plus que jamais, ce n'est pas parce que ça a marché comme ça que ça remarchera comme ça. Vous savez, toute l'idée, on ne change pas une recette qui gagne, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai l'impression que c'est l'idée qui est la plus démodée aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit bien dans plein de champs. Par exemple, si vous avez des enfants, vous apercevez que quand ils grandissent, la façon un peu de dépasser comme parent, c'est de vouloir répéter ce qui a marché il y a 2 ans. En fait, ils grandissent tellement vite qu'en fait, il faut s'adapter à vitesse grand V. C'est ça que la crise nous demande. L'agilité que j'ai vu apparaître dans le chat est plus que jamais de mise. Et la créativité, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot. On a peur de ce mot parce qu'on se dit, voilà, je ne suis pas Picasso, je ne suis pas Proust. Mais non, la créativité, elle n'est pas réservée aux artistes. La créativité, c'est cette espèce de manière d'oser faire des pas de côté et d'oser voir les choses autrement et se dire, face à la difficulté, face à l'obstacle, est-ce qu'il n'y a pas là une invitation à sortir par le haut, finalement, à trouver quelque chose auquel j'aurais même pas pensé s'il n'y avait pas eu l'obstacle. Il y a une métaphore du rocher chez Sartre qui est marrante, qui dit, si tu veux escalader une montagne et que tu barres la route, ta première réaction, c'est de dire, pas de bol, j'ai un rocher. Alors que si ça se trouve, si tu montes sur le rocher, tu vas avoir un point d'observation tellement nouveau que tu pourras voir des chemins nouveaux pour arriver en haut de la montagne. Et donc, l'obstacle deviendra une opportunité. Et si ça se trouve, alors que ta première réaction, c'est de dire « mais moi, j'ai autre chose à foutre que d'escalader le rocher. Je ne suis pas là pour contempler le paysage, je suis là pour avancer. » Oui, mais c'est toujours la question du temps qui a été posée tout à l'heure, et Ségolène dit « oser avancer ». C'est que parfois, en voulant aller plus vite, on va moins vite. C'est comme ce que j'ai dit, quand on ne veut pas faire 3 ans d'analyse, parce qu'on se dit c'est du temps de perdu, alors qu'on va vivre 85 ans. Et bien là, c'est pareil. Quand on se dit, OK, là, j'ai un bug, il y a un obstacle, au lieu de vouloir être dans le volontarisme pur, je vais juste prendre le temps de monter dessus et de voir comment le point d'observation est nouveau. Si ça se trouve, on va repérer un chemin qui fait qu'in fine, on arrivera en haut de la montagne plus tôt que s'il n'y avait pas eu d'obstacle. Mais évidemment, là, ce n'est pas une science exacte, ça n'est pas gagné. Et je crois que l'idée de changer l'obstacle en opportunité, qui est un peu une tarte à la crème, voilà, de tous les coachs aujourd'hui, elle est quand même très belle. Et c'est aussi une manière de se dire, peut-être aussi d'avoir confiance en l'être ensemble, de dire, voilà, il y a des choses que je ne peux pas régler tout seul, on a besoin d'être ensemble, et c'est ça aussi l'intelligence collective. Donc voilà, 3 idées, humilité, créativité et confiance en les autres, au moins autant qu'en soi. Merci, et puis c'est synthétique en plus. Donc effectivement, alors il y a beaucoup de questions et beaucoup effectivement de propos aussi par rapport à votre témoignage. Des questions. Est-ce que vous avez certaines questions à poser pardon, à Charles, mais aussi à nos invités? Par exemple, je vois une très bonne question de Jérôme. Oui. Prendre l'incertitude comme une donnée. J'adore cette idée. Je peux y répondre ou il y a d'autres questions? Bien sûr, mais bien sûr, c'est fait pour. Parce que, en fait, vous le savez, vous qui êtes passé par l'échec, qu'en fait, l'incertitude est plus grande que ce qu'on croit. Mais le problème, c'est que dans notre éducation scolaire, dans les écoles aussi d'ingénieurs, de commerce, tout ça, il y a un petit malentendu. On nous dit que si on travaille, si on anticipe, si on est sérieux,
si on fait des bons business plans, il y aura surtout des choses prévisibles et un peu d'incertitude. C'est un peu essentiel. La vérité de la vie, c'est que c'est le contraire. C'est qu'il y a plus d'incertitude que de certitude, et que même si on anticipe, même si on prévoit, même si on est sérieux, en fait, la vraie vie, elle est davantage incertaine que certaine. La crise du Covid en a été l'illustration implacable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se dire que notre élément naturel, c'est l'incertitude, que nous habitons, que nous voguons sur la mer de l'incertain, et qu'on fait au mieux pour essayer d'arrimer des petites bouées de certitude, des petits repères, des petites projections, des petites anticipations. Mais si on raisonne comme ça, et qu'on se dit qu'il y aura surtout de l'incertitude, malgré tout, malgré mes prévisions, malgré mon travail, en fait, on est moins choqué quand ça ne se passe pas comme prévu. On est plus préparé au moment où l'imprévu arrive. Et du coup, on le vit moins mal. Et on va mieux redécider dans l'agilité parce que, comme le dit très bien Jérôme, on a intégré cette incertitude. Mais franchement, moi, je me souviens, j'ai fait une école de commerce avant de devenir prof de philo, ça a peut-être changé. Mais c'était incroyable, l'idéologie dominante. L'idéologie était scientiste. Elle était une idéologie de la prévision. Je vois, les hasards ne servent que les esprits bien préparés. Pasteur, exactement. Merci, Emmanuel. Oui, effectivement. Et je poursuis votre propos avec aussi des ouvrages vous pouvez lire aussi pas mal d'articles de Philippe Silberzahn sur effectivement l'incertitude et l'effectuation et tout ce qu'il a écrit là-dessus, effectivement, en tant que créateur d'entreprise et effectivement, lui qui a aussi, il ne faut pas oublier, déposé le bilan, etc., et qui a rebondi derrière. Ouais, je rebondis, Samira, à une remarque de Caroline Boutillon-Duflot. Oui, elle remarque, c'est parce que ma langue a fourché. Caroline dit pourquoi confiance dans les autres au moins autant qu'en les autres. Cette phrase est déconnectée du reste des propos. En effet, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire confiance dans les autres au moins autant qu'en soi. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'on se trompe sur la confiance en soi en la focalisant sur le moi et mes compétences propres. Mais en fait, on est des êtres de relation. Et c'est bien sûr l'idée de l'association aussi. Donc, je voulais dire que c'est bien de rebooster son estime de soi et sa confiance en soi, évidemment, mais pas au prix de focaliser sur le moi. Et souvent, pour se relancer, et je ne sais pas ce que vous en pensez, on a beaucoup besoin d'avoir confiance en les autres. Et c'est ça que je voulais dire. Et donc, ma langue a fourché. Je voulais dire confiance dans les autres, au moins autant qu'en soi. Merci, Caroline, de relever. Charles, c'est passionnant. D'ailleurs, on va organiser les 10 ans, soit en juin, soit en septembre. Si tu as une petite soirée dispo, tu nous le dis, on va se trouver une formule, parce que dans une des 10 villes que représente l'association, moi j'aime à dire aussi qu'entreprendre, c'est grandir de ses réussites et de ses échecs. Parce qu'on ne va pas non plus se flageller. On sait qu'on vient du judéo-chrétien, on a tous un fouet à la maison pour se fouetter. Non, il faut quand même aussi avoir l'humilité d'acter et de capitaliser sur ce qui était bien. Je crois qu'on peut apprendre de ce qui n'est pas bien si on y fait face et on enlève le déni, on a le courage, mais il faut aussi avoir l'humilité de regarder ce qui va et capitaliser dessus. Ben, complètement, oui, complètement. D'ailleurs, la fin de mon livre, c'est sur réussir ses succès. D'abord, il y a réussir ses échecs, après, il y a réussir ses succès. Simplement, Guillaume, ce que j'appelle la sagesse de l'échec, c'est exactement applicable dans le succès. C'est la même attitude. Pour le dire d'un mot, c'est une attitude où je suis toujours en train de questionner ce qui arrive et de le prendre comme une question pour l'avenir et pas comme une réponse par rapport à mon essence. En gros, si j'ai un échec, au lieu de dire que l'échec répond à la question « est-ce que je suis nul ?» par la positive, je me dis que l'échec pose une question « qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?» Mais c'est exactement pareil par rapport au succès. Le succès ne me dit pas « je suis génial », il me devrait me dire « qu'est-ce que je vais en faire maintenant ?» Et c'est ce que raconte très bien le coach des experts, les handballeurs, Claude Onesta. Il dit « mais moi, à chaque fois qu'ils ont gagné, j'étais angoissé. » Parce que je me dis, mais comment on fait maintenant? Parce que les autres, ils ont vu comment on a joué pour gagner. On va devoir se réinventer. On va devoir se réinventer autant que si on avait échoué, voire davantage. Parce que parfois, on a échoué en faisant tout bien, juste l'autre était meilleur. Mais là, c'est différent. On a gagné et il va falloir se réinventer. Et donc, évidemment que j'aime le succès et la réussite, et c'est notre but à tous. Mais je pense que si on veut la connaître de manière durable, il faut avoir le même rapport à ce qui arrive que dans l'échec, c'est-à-dire un rapport de questionnement et non pas d'essentialisation, un rapport d'humilité et non pas d'arrogance, et surtout
un rapport de devenir. Toujours se dire, mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est pas qu'est-ce que ça me dit que je suis, mais c'est qu'est-ce que j'en fais? Et je vous rappelle que les Beatles se sont fait jeter leur premier album, 12 morceaux, par le label le plus important de Londres, et le mec les a jetés. Il leur a dit, c'est nul, il n'y a pas d'harmonie, pas de mélodie, c'est nul les deux guitares. Pour une fois, je ne garde même pas la maquette tellement je suis sûr de moi. Donc voilà, c'est rassurant. Et John Lennon leur a immédiatement chanté une chanson de folk américaine dans la rue. Ils étaient déjà tous là. Where are we going now? À ne pas entendre comme fataliste. C'est pas ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est paumé. Non, c'est OK. Maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Où est-ce qu'on va avec ça? Eh ben, c'est pareil. C'est pareil dans le succès. C'est pareil dans l'échec. C'est aussi le poème de Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Si tu sais prendre l'échec et le succès, c'est deux menteurs d'un même front. Alors attention, précisons. L'échec et le succès sont des menteurs. S'ils te disent ta vérité éternelle, s'ils te disent ton essence. Mais ils ne te mentent pas si tu les prends comme des questions. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais maintenant? Merci. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions pour tous nos invités? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Une question qui me paraît importante, c'est est-ce qu'on peut vivre sans risque? Guillaume, est-ce que pour vivre sans risque, est-ce que c'est vivre? Est-ce que vivre sans risque, c'est vivre? Eh bien, non. Le vivre sans risque, c'est une vie diminuée. Et de toute façon, il y a un très grand risque à vivre sans risque, en fait. Il y a plus de risques à vivre sans risque qu'à vivre en prenant des risques, parce qu'on voit bien qu'on va se retrouver avec un sentiment d'une vie étiolée, d'une vie étriquée. Et quand on vit sans risque, on n'a aucune chance de véritable réussite. On peut avoir une micro-réussite qui fait qu'on ne fait pas de vagues et qu'on met ses pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Peut-être vous allez vous dire, certains d'entre eux auraient préféré ça que de me prendre la grosse claque que je me suis prise. Alors oui, dans l'instant de la souffrance, on se dit ça, sauf que la vérité, c'est que si on change de regard sur l'échec et si on prend des risques et qu'à l'issue d'un risque, on connaît le mur de l'échec, on se dit au moins j'ai tenté. Et on n'a pas la double peine. Mais quand on connaît l'échec, ça arrive souvent, sans même avoir pris de risque, là on a la double peine. Parce qu'on se dit merde, non seulement j'ai l'échec, mais en plus, je sais que je n'ai pas vraiment tenté. Et ça fait mal. Moi, je voudrais te compléter, Charles, en citant Barenton Confiseur, tu connais peut-être, je crois que je te l'ai peut-être offert ce bouquin, propos de Noël Barenton Confiseur de De Teuf. Il disait l'homme devient vieux, alors l'homme avec un grand H, hein, mesdames, vous m'excuserez, l'homme devient vieux le jour où il cesse d'avoir de l'audace. Mais il dit aussi, s'il apparaît que la fortune sourit aux audacieux, ce sont donc les gens les plus prudents, les plus audacieux. Ça médite, ça médite. Ouais. Et donc, prendre des risques, oui, comme un montagnard. Mais un montagnard, il part avec des cordes, des mousquetons et un piolet. Et il va prendre des risques équipés. Oui, je pense que là, ce qu'il faut qu'on comprenne, pour être d'accord, et puis c'est la fin, je crois, et c'est qu'on parle du sens du risque et pas de l'amour du risque. C'est-à-dire, l'amour du risque, c'est la tête brûlée qui fait n'importe quoi pour se sentir vivant. Le sens du risque, c'est un risque mesuré, un risque limité par l'intelligence anticipatrice, mais comme la vie est ce qu'elle est, on en a parlé, il restera un risque à prendre, et le problème, c'est de savoir le prendre, alors qu'on a tout fait pour le réduire préalablement. C'est ça dont on parle, c'est-à-dire le sens du risque. Et qu'on le connaît, on a le courage de le connaître. Et qu'on le connaît, tout à fait. Et exactement. Que des fois, même, on le quantifie. Et enfin, dernière question qui me semble importante pour conclure. L'échec et le succès sont des contraires, mais sont-ils complémentaires en réalité? Oui, oui, tout à fait. C'est ce que disait aussi Guillaume avec cette citation. En fait, une vie, c'est toujours une somme d'échecs et de succès. D'ailleurs, on va finir là-dessus, ça donne un peu du baume au cœur. Ce que les psys font, c'est une frise chronologique. Et donc, ils demandent aux gens d'inscrire sur une frise chronologique depuis qu'ils ont 15 ans jusqu'au moment de la rencontre, donc je ne sais pas, 45 ans, 50 ans, ou ça peut être après, tous les succès, tous les échecs sur une frise chronologique. Et alors on s'aperçoit de manière statistiquement imparable qu'en fait, il y a toujours des successions d'échecs et de succès, mais c'est mieux que ça, c'est qu'on voit assez nettement sur cette frise chronologique combien la plupart des succès doivent aux échecs d'avant, de manière assez implacable. Donc évidemment que ce sont les deux revers d'une même médaille qui s'appelle la vraie vie. Et je crois que d'ailleurs, en fait, il faut sortir de la pensée dichotomique,
Parce qu'il y a plein de situations où c'est pas clair, en fait. On a réussi, par exemple, dans sa boîte, mais en se comportant mal avec plein de gens. Échec ou succès. Ou alors, on a planté, mais on a fait de sublimes rencontres qui conditionneront les réussites d'après. Échec ou succès, vous voyez. La vie est plus compliquée que cette pensée dichotomique. Merci beaucoup. En fait, pour conclure, c'est vraiment une très bonne conclusion sur laquelle je ne conclurai pas davantage parce qu'effectivement, je pense que tout est dit. Je vous remercie à tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Bien sûr, les Merci Laetitia participants, pour ton animation. mais merci beaucoup, Guillaume. Et merci, bien sûr, à tous nos témoins. Je reprends Céline, Claude, Lionel, Jean-Charles, Guillaume et Charles. Et merci beaucoup à Samira et à Elina. Et merci beaucoup à Elina d'avoir préparé ce webinaire, véritablement, qui est un succès grâce à son intervention et grâce à tout le travail qu'elle a effectué. Et à Samira et Elina d'avoir également, bien sûr, pu répondre à toutes vos questions et apporter des précisions dans le chat. Je rappelle que ce webinaire est enregistré et que vous allez le retrouver sur le site de 60 000 rebonds et bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas également à le transmettre. Et bien sûr, si vous avez envie de donner du temps, aussi un petit peu d'argent, mais également, si vous connaissez un entrepreneur en difficulté, n'hésitez surtout pas, mais surtout pas à lui donner l'adresse de 60 000 rebonds. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite donc du coup une très belle journée, une belle vie empreinte d'échecs et de réussite.